de retour sur le plateau de TV Finance pour ouvrir notre page macro avec Monsieur Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci Charles d'être avec nous ce matin. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes éditorialiste et économiste, fondateur du site insolentiae.com. Et on va parler avec vous de deux sujets principaux. Le premier, ça va être celui du budget de l'État. Le budget de l'État qui a été dévoilé par le gouvernement hier et qui, pour le financer, l'État devrait emprunter près de 285 milliards d'euros l'année prochaine, avec un poids de la dette extrêmement important, des charges de dette qui seront également tout autant puisque les taux souverains sont sur une dynamique haussière. Or, dans le même temps, Bruno Le Maire nous explique qu'il faut accélérer le désendettement de l'État. Charles, j'ai l'impression qu'on marche complètement sur la tête actuellement. Je dirais même on marche sur la dette. On marche même plus sur la tête, on marche sur la dette. Oui, il n'y a pas de désendettement là. On a un budget qui va présenter un nouveau déficit budgétaire important. Donc la dette n'est jamais rien que l'addition de nos années de déficit budgétaire plus les intérêts de la dette qu'on paye dessus. Donc on a fin 2024 une dette qui va encore s'accroître du montant du déficit budgétaire au moins prévu à ce stade dans le budget et qui, à mon avis, sera bien plus important au bout de l'exercice budgétaire que ce qui est budgété aujourd'hui en première discussion dans la loi de finances 2024. Oui, le compte n'y est pas si on veut parler de désendettement. Le compte n'y est pas si on veut parler de satisfaction d'ailleurs d'intérêts soit légitimes, soit plus ou moins légitimes, soit complètement corporatifs, peu importe comment on veut voir les choses, mais bon, il y a des demandes financières qui peuvent être en tout cas audibles. Je pense par exemple à une notion d'aide par rapport à l'inflation, aux effets de l'inflation. Alors, c'est les effets de l'inflation sur le carburant qui est utile pour les ménages pour aller travailler, c'est les effets de l'inflation sur les prix de l'énergie et je pense notamment à l'extinction des boucliers tarifaires. Donc on va se retrouver avec des factures d'électricité qui vont encore augmenter de 10% alors qu'elles sont déjà en hausse de 31% depuis 2021. Donc on est en moins de 2 ans sur une hausse quasiment de 50% de l'électricité. Tout ça est absolument majeur. Donc on peut tout à fait comprendre que des gens demandent des aides. Les aides, au bout du compte, c'est toujours un déficit budgétaire important et donc un accroissement de l'endettement dans un contexte, vous l'avez rappelé, de taux d'intérêt élevés. Ce contexte de taux d'intérêt élevé, c'est un alourdissement prévisible des coûts de la dette, donc qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye chaque année. Et sur un stock de dette, alors ça marche pas comme ça parce que toute la dette n'est pas renouvelée chaque année à 100% du stock de dette. Mais quand vous avez 3 000 milliards de dettes que vous payez à 1%, ça vous fait 30 milliards de services de la dette, donc ça vous fait 30 milliards d'euros d'intérêts à verser chaque année, quand même à peu près sensiblement le budget de la défense et des armées. Mais quand vous avez des taux d'intérêt à 5%, sur 3 000 milliards, c'est 150 milliards d'euros d'intérêts si 100% de la dette était à 5%, 150 milliards d'euros rien que pour les intérêts, soyons clairs, aucun gouvernement ne sait les trouver, puisque ça c'est sensiblement l'équivalent du budget de 2 fois l'éducation nationale, plus un budget des armées. Donc autant vous dire que globalement c'est les rentrées fiscales de l'État français. Okay, donc là, personne ne sait faire. Voilà. Et je crois que c'est important d'avoir ces grandes masses en tête par rapport aux grands enjeux financiers qui vont devoir être évoqués dans les mois et les années qui viennent. Exactement, vous avez fait référence à la fin du bouclier tarifaire. Alors on comprend que de toute façon ce budget est extrêmement difficile à boucler puisque d'un côté on a Bruno Le Maire qui dit que malgré tout il continuera de protéger les Français contre l'inflation. Ceci étant, le bouclier tarifaire va disparaître de façon progressive. Alors je rappelle qu'il a été mis en place en 2021 pour lutter contre l'explosion des prix et que sa fin est prévue le 31 décembre 2024. Dès lors, Charles, à quoi doit-on s'attendre une fois que ce bouclier tarifaire sera essoufflé, sera éteint et comment est-ce que sera déterminé le nouveau calcul de prix de l'électricité selon vous ? Eh bien écoutez,
c'est tout l'enjeu de discussion que vous avez actuellement et d'une immense pression qui pèse sur le gouvernement. En gros, on achète aujourd'hui l'électricité en France au prix de l'électricité qui est fabriquée par la plus mauvaise centrale à charbon en Allemagne. Bon. Ça veut dire que le prix de l'électricité en France et le prix de vente de l'électricité en France, par plein de mécanismes, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, on s'en fiche. Le grand principe, c'est que le prix de l'électricité en France est complètement décorrélé du coût de production de l'électricité en France. Et ça, c'est à notre détriment, nous, la population et les entreprises. C'est-à-dire que nous avons la chance en France d'avoir une énergie nucléaire qui, d'ailleurs, soit dit en passant, est totalement décarbonée pour 70% de notre production électrique. Et donc, on a un coût de l'électricité en France qui est entre 60 et 70 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, on paye tous beaucoup plus cher par rapport au prix de marché, les mécanismes, encore une fois, l'Allemagne, machin, tout ça. L'enjeu, il est de sortir tout simplement de ces modes de fixation du prix, puisque aujourd'hui, les aides qui sont payées par l'État servent à faire baisser un prix de l'électricité qui est artificiellement haut et qui n'a rien à voir avec notre coût de production. Et donc, ça vient enrichir des intermédiaires, ce que j'appelle moi des fabricants de factures, puisque tous les opérateurs alternatifs d'énergie n'ont pas de centrale nucléaire et ne produisent pas d'électricité. Donc, ils rachètent de l'électricité sur un marché soi-disant libre de l'électricité. On joue à « et si c'était privé ?» et donc, on rachète de l'électricité sur un marché soi-disant libre. Et puis, les gars, ils payent la facture de l'électricité qu'ils achètent. Et puis, ils émettent ces factures de l'électricité qu'ils vendent à tous leurs clients. Ce sont donc juste des entreprises qui émettent des factures. Elles ne font rien d'autre qu'émettre des factures. C'est un scandale absolu. Donc, il faut évidemment sortir de ce marché d'énergie. On en parle un petit peu au niveau gouvernemental, puisque de toute manière, si on veut réduire les déficits, il faut arrêter d'aider en réalité les opérateurs alternatifs en payant la facture que les gens ne peuvent pas payer. Parce que c'est ça la réalité. Donc l'État, quand il aide les particuliers à payer une facture à des opérateurs alternatifs qui n'ont rien produit. Donc on est dans le délire le plus total. Ça ne marche pas. C'est pas je suis pour ou contre, je fais de l'idéologie anti-marché, pro-marché. C'est pas le sujet. Sur l'énergie, ça ne fonctionne pas. Donc on est pragmatique. On a en France de l'énergie à 60-70 dollars le mégawattheure, 70 euros le mégawattheure. On vend ça à 60-70 euros le mégawattheure. Terminé, point, fin de l'histoire. Il n'y a pas de déficit pour l'État, il n'y a pas de déficit pour EDF et il n'y a pas besoin d'aider des gens à qui on vend de l'électricité 4 fois plus cher que ce qu'elle coûte à produire, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est tout l'enjeu des discussions qu'il y a entre la Commission européenne, le gouvernement français, les différents gouvernements européens, avec des tensions évidemment extrêmement fortes, mais l'État français ne pourra pas aider les entreprises et donc sauver l'emploi, aider les particuliers et donc sauver la paix sociale en restant dans le même mécanisme de marché européen de l'énergie. Voilà. Donc ça, l'heure de vérité, elle va arriver dans les prochaines semaines. Exactement, Charles. Effectivement, vous le dites, sans faire d'idéologie, sans rentrer dans un discours politique, puisque là, on est sur une interview macroéconomique, mais globalement, c'est ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, qui a dit qu'il voulait sortir, qu'il voulait protéger les Français du mécanisme européen de fixation des prix, où c'est le prix du gaz qui fait le prix de l'électricité. Ceci étant, il n'a pas précisé comment il comptait protéger les Français, mais en tout cas, je crois que la prise de conscience est évidemment collective, et en plus, au-delà de cela, elle est également gouvernementale. Donc on attend évidemment d'en savoir plus, mais ça, ce que vous dites semble tout à fait cohérent et juste. On reste dans ce domaine de l'électricité, de la transition écologique et énergétique. Hier, en préparant votre intervention, vous m'avez dit enfin en accord avec Bruno Le Maire qui a dit qu'il souhaitait que l'interdiction de location des passoires thermiques soit reportée à plus tard pour que le marché de l'immobilier puisse reprendre des couleurs. Fondamental, alors regardez, c'est exactement la même logique que ce à quoi nous assistons justement sur le marché de l'énergie. C'est-à-dire que c'est le retour tout simplement au réel. Il ne s'agit pas de critiquer le gouvernement de manière bête et méchante. Non, bouh, ils sont gentils, bouh, ils sont méchants. C'est pas le sujet en fait. C'est simplement que on sait que certaines causes vont produire certains effets, et ça c'est factuel.
et c'était parfaitement à la fois anticipable, et puis à la fois on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, donc nous l'avions parfaitement anticipé. On savait que l'énergie, ça allait poser un immense problème, et que si on ne sortait pas, si on ne trouvait pas de nouveaux mécanismes qui soient conformes à la réalité, on était condamné à creuser des déficits. Or, on ne peut pas continuer à creuser ces déficits. Donc bon, on peut regretter qu'on ait perdu un an, pas un an, qu'il y ait des boulangers qui aient fermé, mis la clé sous la porte, des entreprises qui... C'est bon. Ok, on peut regretter tout ce qu'on veut, mais l'essentiel, c'est d'aller de l'avant et d'avoir de bonnes décisions. Et c'est exactement la même logique pour les passoires énergétiques. D'abord, la transition énergétique, dans la manière de se faire, doit pouvoir se discuter. Et donc en France, on part déjà d'un principe qui est complètement erroné. On veut utiliser un outil qui s'appelle le DPE, qui est le diagnostic de performance énergétique, alors qu'en réalité, l'objectif, c'est pas de savoir combien consomme votre bâtiment, c'est en réalité de savoir si votre bâtiment il consomme du carbone ou pas. Parce que d'après ce que j'ai compris, l'idée de cette transition énergétique, c'est cette idée de CO2. D'accord ? Donc il ne faut pas produire de CO2, il faut décarboner notre occupation du logement. Alors je pose la question, est-ce utile d'avoir un DPE A, B, C, D, E, F, G et de faire la chasse aux passoires thermiques si la passoire thermique est chauffée avec de l'électricité nucléaire qui certes peut éventuellement faire de la radioactivité, qui certes peut faire un accident comme Fukushima, comme Tchernobyl, etc. Bien sûr, ok, c'est un autre sujet, parce que la centrale nucléaire, elle ne fait pas de carbone, elle ne fait pas de CO2. Donc en France, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut décarboner de l'énergie qui est déjà décarbonée. Mais on est dans le délire absolu, là. Donc moi, je vous fais même pas une critique de la transition en termes d'objectifs. Moi, on me dit, voilà, basiquement, on me dit l'objectif, c'est pas de CO2. Ah, ok, pas de CO2, d'accord. Imaginons que tout soit vrai, on ne remet même pas en cause l'objectif. On ne veut plus de CO2. Et nous, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'utiliser des DPE pour décarboner des logements qui sont déjà chauffés à l'électricité. Donc, tout ça est complètement absurde. Aujourd'hui, dans les DPE, on classe G, des logements et des appartements de petite surface, d'ailleurs, chauffés avec des radiateurs électriques qui ne font pas de CO2. Donc, je suis navré, je ne suis effectivement pas d'accord avec cette approche. Ensuite, je suis encore moins d'accord avec cette approche de la transition énergétique qui consiste à interdire à la location ce genre de biens avec tous les effets et les inconvénients délétères que l'on voit, à savoir que ces logements pas terribles étaient généralement occupés par des jeunes, par des étudiants, etc. Alors je ne vous dis pas que quand on est jeune et étudiant, c'est normal de vivre dans la misère. Enfin, il y a une logique, on démarre dans la vie, on n'a pas grand-chose, et puis petit à petit, on crée son patrimoine. Et tout ça, ça s'appelle l'ascenseur social, l'évolution dans la carrière, l'augmentation des salaires. Tout ça est tout à fait logique. On a tous démarré jeunes, avec pas grand-chose. Et quand on est étudiant, mieux vaut un mauvais toit que pas de toit du tout. Et aujourd'hui, Monsieur Vergriette, il se dit le ministre des mal logés, mais il n'est pas le ministre des mal logés, il est le ministre des gens qui habitent dans des tentes quechua. Donc, Monsieur Vergriette est le ministre des tentes quechua, parce qu'on interdit les mauvais toits, et donc on se retrouve dans des bonnes tentes. Je ne suis pas persuadé qu'interdire des mauvais toits et vivre dans des bonnes tentes, dans des campings pour les jeunes, France 2 faisait encore des reportages là-dessus, ce soit effectivement un progrès social et une bonne idée pour la transition et pour la faire accepter. Donc évidemment, premièrement, il faut ralentir cette transition, comme ça a été annoncé en Angleterre par Rishi Sunak, le Premier ministre anglais. Deuxièmement, il faut reporter les interdictions de location parce que ça crée une crise de logement qui est majeure, tout simplement parce que ça ne suit pas derrière. Bon, on parle de globalement 3 millions de logements qui vont être interdits. Ces 3 millions de logements, vous ne pourrez pas les rénover en moins de 15 mois. Donc le 1er janvier 2025, c'est dans moins de 15 mois. Donc nous n'avons pas la main-d'œuvre. Et ensuite, dans cette période d'inflation, quand on veut tous rénover au même moment, eh bien évidemment, c'est extrêmement inflationniste, et sur les coûts d'installation, et sur les coûts de pose, et évidemment sur les prix d'achat de ces matériaux. Ensuite, on a des problèmes juridiques. C'est-à-dire que nous avons de vrais soucis d'incompatibilité de lois entre les lois sur la protection du patrimoine, interdiction de faire dans une zone classée monument historique, d'aller poser du polystyrène en façade
sur moi, dans ma petite ville normande, qui est pas très grande, on a un monument historique tous les 500 mètres. Donc autant vous dire qu'on est tous dans un rayon de moins 500 mètres d'un bâtiment historique, sur une ville qui fait 2 km de diamètre. Là-dessus, vous rajoutez que donc on ne peut pas faire d'isolation par la façade. L'architecte des bâtiments de France ne veut pas de panneaux solaires sur les toitures. Bon, ok, pourquoi pas. L'architecte des bâtiments de France ne veut pas non plus que, vous savez, les compresseurs là qu'on met à l'extérieur pour les pompes à chaleur, etc., ce soit sur les balcons. Bon, donc on ne peut pas le faire non plus. Donc on ne peut pas mettre de pompe à chaleur. L'État nous interdit de louer des chambres dont la surface est inférieure à 9 mètres carrés. Donc on ne peut pas isoler par l'intérieur dans des petites surfaces, parce que sinon, là où il y avait des chambres de 9 mètres carrés et demi, vous vous retrouvez avec des chambres de 7 mètres carrés, vous ne pouvez plus louer, interdiction de location, logement classé insalubre, même si vous l'avez rénové et qu'il est bien isolé. Et enfin, vous pouvez plus utiliser de gaz, vous pouvez plus utiliser de pétrole, et donc il faut vous chauffer à l'électrique, mais l'électrique, si c'est pas de la pompe à chaleur, vous dégrade considérablement votre DPE-CQFD. Vous ne pouvez pas rénover l'ensemble des vieilles villes françaises où vous avez un bâtiment classé monument historique à peu près tous les 500 mètres, les églises, les palais, les châteaux, bref. Et donc, vous ne pouvez rien faire. Les lois se contredisent toutes les unes les autres. Et donc, vous êtes dans une impasse avec une interdiction de location qui arrive au 1er janvier 2025. Donc, évidemment, il faut arrêter ça, il faut stopper ça. Et donc, on ne peut pas aller volontairement dans le mur comme ça. Ça fait des mois et des mois qu'on est très nombreux à alerter sur tout ça. Et donc, il faut faire des choses simples. Si on veut massifier la rénovation pour réduire la consommation d'énergie et surtout la décarboner, il faut faire simple. Donc, il faut s'attaquer d'abord aux logements qui utilisent du carbone. Voilà. Simple, vous voulez décarboner. Attaquons-nous simplement aux logements qui utilisent du carbone. Donc, attaquons-nous aux logements qui font du chauffage au gaz, qui fait du CO2, moins que le chauffage au fioul, qui fait encore plus de CO2. Donc, disons simplement aux gens, vous remplacez les chaudières gaz et les chaudières fioul par des radiateurs électriques de dernière génération, avec corps de chauffe en pierre ou fluide caloporteur, etc. Bon, des radiateurs qui ne sont pas des grille-pains, qui ont des bons rendements. Ça, c'est simple, ça peut être fait facilement, rapidement, et ça va faire, loi de Pareto, 20% des efforts, 80% du job. Bon, plutôt que de rentrer dans des usines à gaz, sans mauvais jeu de mots, qui font plein de CO2, où tout le monde s'agite, où on dépense des fortunes colossales, parce que ma prime rénov, ça coûte une fortune, pour un résultat à l'arrivée où on ne décarbonera rien, puisque le sujet, encore une fois, si c'est moins de CO2, le sujet, c'est pas les radiateurs électriques dans les vieux bâtiments français qui ne font pas de carbone. Le sujet, c'est les chaudières fioul et les chaudières gaz qui chauffent le palais de l'Élysée. Bon, écoutez, très bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour corroborer ce que vous dites, quand on regarde les émissions de CO2 en France depuis 2006, 2008, elles sont en baisse. Donc, même avec ces passoires thermiques, on a réussi quand même à baisser les émissions de CO2. La question, c'est de savoir est-ce qu'elles atteindront les objectifs qui ont été fixés, les objectifs de 2030 en particulier. Mais oui, mais je vais vous dire, excusez-moi, je me permets, c'est très facile d'atteindre les objectifs 2030 et 2050. Radiateur électrique pour tout le monde, point. Justement, Charles, je suis désolé. N'isolez pas, ne faites rien, radiateur électrique. Supprimez juste les chaudières au fioul, les chaudières au gaz, mettez tous des radiateurs électriques, laissez tomber les pompes à chaleur qui marchent pas si bien que ça, qui coûtent une fortune et qui sont très compliquées à régler, à maintenir dans la durée, machin, etc. Et puis, simplement, fabriquons quelques centrales nucléaires de plus pour alimenter tous ces beaux radiateurs. Surtout, ce que l'on comprend, c'est que il ne faut pas de réaction épidermique. La transition écologique va prendre du temps. Et non seulement elle va prendre du temps parce que technologiquement, il faut mettre au point les outils de demain qui seront beaucoup moins énergivores, mais également en parallèle, il faut éduquer les Français, il faut éduquer les gens. Il faut leur faire comprendre que la dépense de 500 €, alors vous nous avez fait tout le catalogue Leroy Merlin, c'est très bien, mais
ces radiateurs électriques à 500 euros, eh bien le retour sur investissement est important, mais tout ça dans la tête des gens, c'est pas forcément encore évident. Donc tout ça, voilà, il faut le dire, il faut le marteler, il faut bien le comprendre et les objectifs de réduction des émissions de CO2 seront atteints mécaniquement par la force des choses. Oui, ils le seront et je vais vous dire, on peut le faire sans forcément souffrir. Et encore une fois, alors c'est normal de tâtonner, c'est normal de faire des erreurs. C'est un processus, personne n'a jamais fait de transition énergétique et écologique. Donc le sujet n'est pas que nos hommes politiques fassent éventuellement des erreurs. Ils en feront et on ne doit pas leur en vouloir. En revanche, on doit leur en vouloir et ils doivent prendre conscience que tout ça doit se discuter, qu'ils doivent entendre les retours du terrain, qu'ils doivent entendre les retours de la réalité pour s'adapter, d'accord ? L'infaillibilité papale, c'est une chose en théologie, mais en revanche, il n'y a pas d'infaillibilité gouvernementale, parce que ça, par contre, c'est la catastrophe. Donc, le sujet, il est là. Bruno Le Maire a le courage politique de dire « stop », il faut surseoir à l'interdiction, il faut prendre le temps de la réflexion, prendre le temps des réglages, prendre le temps de l'amélioration. On n'a pas forcément les bons outils, on n'a pas forcément la bonne méthode, ça ne change rien à l'objectif, ça change simplement qu'on peut y aller de manière autre, différemment, pas de manière figée et monolithique, et qu'on doit s'adapter à l'évolution de la situation. Et ce qu'il disait, Bruno Le Maire était très juste, dans un environnement de taux à 4,5% pour les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, c'est pas du tout la même chose qu'un environnement de taux négatif à moins 0,5%. Je rappelle qu'en juin 2022, les taux directeurs de la BCE sont à moins 0,5 et qu'aujourd'hui, un an plus tard, on est à plus 4,50. Donc vous imaginez bien que le taux de crédit ou la capacité d'endettement d'une copropriété pour pouvoir faire de grands travaux de rénovation énergétique, pas forcément utile en plus pour la décarbonation. Et il ne faut pas confondre décarbonation et baisse de la consommation d'électricité, c'est deux choses différentes. Ces travaux monumentaux ne sont plus forcément finançables avec la même facilité. Et enfin, dernier élément de réflexion qui est très important à avoir en tête, parce que vous avez évoqué le retour sur investissement des travaux d'économie d'énergie. Dans beaucoup de cas, notamment pour les bailleurs privés, l'investissement est fait par le propriétaire, mais le retour sur investissement est obtenu par le locataire qui, lui, dépense moins d'énergie. Et vous connaissez beaucoup de placements et d'investissements, vous, où celui qui investit, ce n'est pas celui qui a le retour sur investissement. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. C'est la première fois que dans une économie capitaliste, on explique à un investisseur qu'il doit dépenser de l'argent, mais qu'il n'aura aucun retour sur investissement. C'est son locataire dont le loyer est encadré et plafonné qui va économiser les sous que le propriétaire aura dépensés. Et les vedettes du gouvernement constatent avec stupeur et tremblement que vous savez quoi, leur machin ne fonctionne pas. Mais demandez-moi, je vous le dis d'avance, et en plus je vous donne le conseil gratuitement, pas besoin d'appeler McKinsey. Eh bien écoutez, merci. On peut continuer ce débat encore très longtemps, notamment sur les travaux d'amélioration d'un appartement qui peuvent être finalement source d'augmentation du loyer. Je crois qu'il y a le loyer normal, le loyer un peu plus élevé, etc. Voilà, enfin tout, ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais bon, effectivement, vous avez raison de dire, et c'est un fait que c'est quand même une nouveauté particulièrement intéressante à noter que, eh bien, ce ne serait pas le propriétaire qui pourrait bénéficier in fine du retour sur investissement quant au changement de ses chauffages électriques. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous. Charles Sana, vous êtes économiste, éditorialiste, fondateur du site insolentiae.com et avec nous régulièrement. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous.